Vidéo surprise, et oui, j'ai décidé de parler du livre Ce virus qui rend fou. Ça a fait beaucoup de polémiques, beaucoup de débats. Très honnêtement, j'ai pas voulu les regarder parce que je me suis dit, je vais lire ce livre, je vais me faire ma propre opinion. Et après l'avoir lu, je me suis dit, bah, je vais vous en faire une vidéo. À travers cette vidéo, l'objectif c'est de vous amener les faits qui sont dits dans le livre de BHL. C'est pas de donner mon opinion, de donner ce que je pense du livre, de voilà. Si vous attendez mon opinion de ce livre, bah ratez. Non, l'objectif c'est vraiment d'être factuel sur ce livre-là pour que vous puissiez penser par vous-même. Je tiens à le préciser, je trouve que le geste est pertinent, est important. Quand on achète ce livre qui vaut 8 euros, de mémoire, 8 euros, tous les droits d'auteur vont à une association qui s'appelle ADLEC. Donc c'est une association pour les libraires de France et création de libraires. Donc je trouve que déjà la démarche est plutôt très correcte, il faut le souligner. Le prologue. Le prologue, en fait, il y a deux manières, il y a deux lectures pour moi de l'interpréter. C'est soit de voir d'une manière assez ironique les faits qui l'amènent, ou soit ça peut être interprété comme de la condescendance, la manière dont il écrit les choses. Voilà, à vous de vous faire votre opinion. Alors, au travers du prologue, il parle de l'écologie, le bien-être supposé qu'a pu avoir la planète, ou réel, hein, attention, qu'a pu avoir la planète suite au Covid, donc à l'arrêt que vous connaissez, voilà, au confinement et à tout cela. Il parle aussi, il rappelle, vraiment dans le prologue, il rappelle énormément de faits historiques pour en gros dire que le coronavirus, clairement, il y a eu bien pire. Il y a eu beaucoup plus pire, pas très français. Il rappelle des faits historiques, il en rappelle énormément. Et pour des personnes que ça peut bloquer, ça peut devenir même indigeste tellement il y a des faits historiques et d'histoire au milieu de tout cela. Au travers du premier chapitre, il parle clairement, il fracasse les médecins qui ont dit tout et son contraire, qui ont dit pour certains des énormes conneries et pour d'autres des grosses bêtises. Et il relate ces faits-là en partant du postulat, principe que c'est la médecine, un peu tout le côté d'hygiène, tout ça, qui au final manipule nos faits et gestes par la bien-pensance, par tout cela. Et en gros, c'est un peu un aveu de lassitude par rapport à tout cela, à ces médecins qui disent n'importe quoi ou non, attention. Mais pour être honnête, il y en a beaucoup qui ont dit des conneries. Et en gros, son postulat, c'est quand on ne sait pas, on dit rien, tout simplement. Pour justifier ses propos et aller dans son sens, parce que de toute façon, il ne va pas se contredire dans son propre essai, il relate énormément de faits philosophiques, de philosophie. Ça part de Marc Aurèle, de Platon, ça part un peu dans tous les sens. Ça fait beaucoup, personnellement, je trouve. Ça fait énormément et ça en devient presque indigeste. Tellement il y a de philosophes cités de tout un tas de sortes d'époques, donc ce qui peut être très bien et ce qui peut être aussi pas bien selon la lecture des personnes, comment vous interprétez cet essai-là. Il parle aussi beaucoup de Michel Foucault, un philosophe qui est décédé aujourd'hui, dans le sens où il aimerait bien qu'il soit présent aujourd'hui pour pouvoir l'aider dans sa bataille, dans ses idées. Voilà, il l'amène d'une manière où on ressent un manque, ou plutôt on ressent son absence. Et il préférait que sa présence, qu'il soit présent aujourd'hui par rapport à la situation. Et il part d'un postulat où il aurait des très bonnes idées, il pourrait argumenter, il irait un peu au mastic, totalement, par rapport à la bien-pensance qu'il peut y avoir aujourd'hui. Une partie aussi plus importante sur le confinement, globalement, où il parle, où il fracasse un peu les gens qui sont allés en Normandie. Il prend l'exemple de la Normandie. Les gens qui sont un peu barrés de Paris ou d'ailleurs, hein, d'autres villes, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens qui ont changé de ville, qui sont allés se mettre en mise au vert. Par contre, il relate aussi le fait que les gens se sont rapprochés de la nature aussi dans ce sens-là. Ils ont refait le jardin, ils ont reprofité cet instant-là de jardiner. Et il est étonné aussi de la manière dont ça a été accepté par la population française, qui au final l'a accepté de manière paisible. Il y a eu quelques petits débordements, quelques histoires, mais rien d'énorme, de dingue. Et c'est ça qui l'a plutôt étonné, la passivité en fait de la manière dont on a tous accepté ce confinement-là. Il y a une partie aussi où au final il nous animalise. Comment l'expliquer?
En gros, il part d'un postulat où on n'est plus dans une société de consommation outrancière, où on se rapproche de la nature, où on redevient juste, entre guillemets, un animal, dans le sens où on se ressente sur nos besoins primaires. Et en fait, il explique qu'on redevient, entre guillemets, juste une matière organique. Il réappuie aussi sur la, je cite, hein, docilité par laquelle on a accepté ce confinement-là. Et il a une position où il a du mal à accepter et comprendre, par exemple, que les GAFA aient pu autant prospérer, alors qu'il prend le postulat des libraires, qui au final, eux ont morflé. Et il prend l'exemple de certains libraires qui ont fait des efforts pour pouvoir donner accès à des livres. Il y a même une médecin qui a monté une librairie. En gros, il met en avant que dans les premières nécessités, on a parlé de l'high-tech, on a parlé du net, on a parlé de tout ça. Mais les livres, finalement, ce n'était pas une première nécessité. Et pour lui, c'est une erreur, c'est une hérésie. Et cela l'a touché, ça l'a rendu un peu... Ça lui a donné une image qu'il n'a pas apprécié voir. Que le livre est finalement moins une priorité que du high-tech. C'est vrai qu'il a peu apprécié le fait que les GAFA explosent, même si ça paraissait une évidence. Il s'est aussi rendu compte qu'au final, on passait d'une société libertaire à une société de surveillance et que tout le monde était très content, très heureux qu'on soit surveillé. Il parle aussi de la bien-pensance qui le dérangeait un peu dans le sens où c'était maintenant les diététiciens, les végétariens qui menaient les idées, les écologistes. Tout ça, c'est eux qui mènent aujourd'hui la danse de la pensée et clairement ça ne lui plaît pas. Comme il explique, le fait que la pensance vient aujourd'hui de l'écologie, du végétarien, des diététiciens, du sport, de toutes les nouvelles formes de pensée. Et en fait, il part du postulat que certains politiques en ont profité pour servir leurs propos. Pour ceux qui ont ces idées-là, il prend un exemple de Mélenchon, par exemple, qui clairement il l'assassine un petit peu dans son essai, où il lui parle que il fait référence à ses propos en disant arrêtez les traités. Il parle de Ruffin, il parle de tout un tas de choses. Il parle aussi un peu des people qui ont pu dire tout et n'importe quoi, s'extasier devant des trucs et ne pas regarder une certaine réalité. Après, c'est une manière de voir les choses, chacun la sienne. L'une des dernières parties, ou même la dernière partie de son livre, il parle en fait du fait, pendant le Covid, on s'est auto-centré, on s'est recentré sur les problèmes franco-français, et au final, on a oublié qu'il y avait des guerres, qu'il y avait des choses qui se passaient dans tous les pays. Il cite le Mozambique, la Turquie, l'Ukraine, la Russie, l'Inde, enfin plein de pays, le monde entier, en fait, il parle du monde entier, en expliquant qu'avant le Covid, il y avait des guerres dans le monde, pendant le Covid, tout le monde était confiné. En gros, c'est l'image des médias qu'il a eu pendant le Covid. Une autre partie aussi, où au final, il aimait le fait que la vision de l'Occident qu'on a aujourd'hui, avant le Covid, pendant le Covid, sera différente après le Covid, donc aujourd'hui. Et il a l'impression qu'on se rapproche d'une vision de l'Orient au lieu de l'Occident. Il parle beaucoup de Taïwan, du Vietnam, ou je ne sais plus trop les pays qu'il cite exactement. Toutes ces zones-là du monde, sur le côté hygiéniste, sur le côté vraiment, il faut se concentrer sur l'hygiène, le côté des médecins qui l'amène de manière récurrente dans son livre, que les médecins ne sont plus l'élite, ils sont presque des dieux de la pensée. Voilà, ça c'est des choses qui dérangent énormément. Et au final, en conclusion de ce qui fait tout cela, c'est qu'en gros, on oublie la lecture, un peu les besoins primaires. Et les besoins primaires aujourd'hui sont le net, sont Netflix. Et ça, clairement, pour lui, c'est de la folie. On devient fou. Et l'objectif pour lui de conclusion de son essai, c'est qu'on résiste à cette folie-là, tout simplement. Voilà, en soi, j'ai fini de vous relater les faits du livre de BHL. J'espère avoir été le plus factuel possible, de ne pas avoir donné d'interprétation sur mon opinion personnelle, parce que l'objectif, c'est que vous fassiez votre propre pensée et de vos propres opinions de ce livre-là. Voilà, après, quand on lit, automatiquement, c'est une interprétation. Donc, il y a des choses qui nous atteignent plus ou moins en fonction de notre vie et de notre manière
de penser et de voir les choses. Juste petite précision, la manière dont écrit BHL, alors avec une quantité astronomique de faits historiques, philosophiques, c'est une technique basique de manipulation. C'est-à-dire qu'on va balancer énormément de faits, peut-être vrais, peut-être faux. Au final, on va se rendre compte qu'il a mis tellement de faits qu'on va saturer, le cerveau va bloquer, et derrière, on va y croire, ou pas, après selon vos manières de penser, mais en général c'est pour que les gens y croient plus facilement, on donne beaucoup de faits, c'est une manière de manipuler les croyances des gens, et dire bah si c'est vrai, je donne beaucoup de faits. Attention, je ne dis pas que dans le livre de BHL, c'est ce qui se passe. Sa manière d'écrire, c'est une manière de manipuler. Après, est-ce que ces faits sont tous vrais ou pas? Très honnêtement, je ne les ai pas tous vérifiés. Je n'ai pas la culture pour dire s'ils sont tous vrais ou pas. Voilà, à vous de vous faire votre opinion, à vous de faire les recherches pour vous permettre de penser par vous-même. C'est le plus important. C'est pour ça que je ne donne pas mon opinion du livre. Je donne les faits de ce livre-là. Aussi, précision que j'estime plutôt très importante, c'est qu'on va s'apercevoir dans ce livre-là qu'il y a beaucoup de faits qui sont négatifs. Donc c'est pour ça que j'ai vu que certains, dans le débat ou des conflits, expliquaient que BHL avait amené que du négatif dans son livre pour avoir une vision négative de la chose. Voilà. Après, c'est une ligne entre guillemets éditoriale. Donc bon, ça, il fait son choix. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'au final, le cerveau humain a 80% de pensées négatives et 20% de pensées positives. Et au final, ce pourcentage-là, on le retrouve dans le livre. Donc en fait, BHL est comme tout le monde. Bien sûr, pensez à commenter si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu vers le haut. Je rappelle que les pouces vers le bas, je n'aime pas. Et ne le faites pas juste pour me contredire, s'il vous plaît. Soyez cool, s'il vous plaît. Voilà. Après, tout simplement, dans un sens de pas du tout vous manipuler, moi je serai vous, je ne m'abonnerai pas. Voilà, je ne m'abonne pas. Et surtout, n'essayez pas de me contredire quand je dis ça. Vraiment. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir. J'espère que ce nouveau format peut vous plaire. Dites-moi si vous souhaitez plus de vidéos sur des livres tendances un petit peu en étant très factuels. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce livre. Je vous donne rendez-vous pour un vendredi lecture exceptionnel parce qu'on va rester sur les livres un petit peu tendance et sur les livres un petit peu polémiques. Par contre, on sera dans le développement personnel et par contre, vous aurez la surprise vendredi. Allez!